À l'époque du bombardement météoritique, la croûte terrestre n'est peut-être pas le seul endroit porteur de vie. Les profondeurs de l'océan étaient-elles un milieu favorable? L'activité volcanique était plus intense que de nos jours. Des substances chimiques sorties des entrailles de la Terre se déversaient-elles dans les océans? Dans les années 1970, des océanographes découvrent des cheminées volcaniques dans le fond de la mer. Ils sont surpris de découvrir une vie microbienne primitive florissante, en dépit des températures excédant 100 degrés, des éruptions acides et d'une absence totale de lumière du soleil. Les microbes semblent tirer leur énergie de l'hydrogène sulfuré toxique émis par les cheminées. Sur la Terre primitive, les bactéries auraient pu survivre dans des environnements similaires. Si les bombardements n'affectaient que la surface de la Terre, les organismes vivants devaient se trouver dans ce genre de communauté hydrothermale rassemblée autour des cheminées, où l'eau, les substances nutritives, la chaleur et la nourriture se présentent sous la forme d'énergie chimique. Nous avons découvert que des organismes recueillis à notre époque dans ces environnements ont des propriétés génétiques semblables aux premiers organismes qui devaient exister sur Terre. Sur notre horloge de 24 heures, il est maintenant 5 heures du matin. Le bombardement météoritique est terminé. La plupart des débris présents dans le système solaire ont été balayés. Les impacts sur la Terre se font moins violents. La vie microbienne peut enfin sortir de ses cachettes protectrices. Elle commence à fleurir en surface, profitant de la puissance d'une nouvelle source d'énergie, le Soleil. Ces bactéries développent un pigment vert, la chlorophylle, qui leur permet d'absorber l'énergie du Soleil par la photosynthèse et de transformer le gaz carbonique en hydrate de carbone. La Terre se refroidissant, cette nouvelle génération de cellules se répand dans tous les océans. D'immenses colonies de dépôts verts envahissent le monde. La plus grande mutation de l'histoire de notre planète est en marche. Sur notre horloge, il est maintenant 5h45 du matin. La Terre est guérie des chocs du bombardement météoritique et une vie microbienne primitive colonise rapidement les jeunes océans. Les meilleurs vestiges de la vie primitive se trouvent dans l'un des lieux les plus reculés de la planète. Ces rochers n'ont pas changé depuis 3,5 milliards d'années. Ici, il est encore possible de fouler la surface de la planète primitive. Parmi ces rochers se cache dans un lieu secret l'une des plus grandes découvertes géologiques de tous les temps. Ce sont les plus vieux fossiles du monde, environ 3,5 milliards d'années. Ils sont composés de stromatolites et sur cet escarpement, il existe 2 types de structures formées par ces créatures. Nous avons d'un côté ce tapis noir à la texture plissée et de l'autre, des dômes plus grands qui composent ces larges structures. La seule explication à leur formation est la croissance microbienne. Ces stromatolites fossilisés sont constitués d'anciennes colonies de bactéries. À proximité, les empreintes de rides aquatiques dans les fossiles suggèrent que ces bactéries vivaient dans une eau peu profonde.
Ici, nous avons une structure plus petite que nous appelons oreille de Mickey. C'est une belle forme à double branche. Seules des créatures vivant au fond de l'océan sont capables de laisser de telles marques. À 800 km de leurs vestiges fossilisés, on trouve encore aujourd'hui les mêmes organismes vivants. Dans les eaux peu profondes de Shark Bay, sur la côte occidentale de l'Australie, ces stromatolites actuels sont en voie de formation. C'est un paradis pour ces structures. L'eau de mer, 2 fois plus salée que la normale, décourage la venue de prédateurs avides de bactéries. Ces grands stromatolites ont une base essentiellement rocheuse. La seule partie vivante est une fine couche en surface. Elle est composée de bactéries microscopiques d'une couleur bleu-vert appelées cyanobactéries. Ces cyanobactéries, ainsi nommées d'après la couleur de leurs cellules, puisent leur énergie du soleil, grâce à leur activité photosynthétique. Elles sécrètent une sorte de gélatine pour se protéger des rayons ultraviolets. Tandis que de minuscules particules de poussière et de sédiments se déposent sur les cellules collantes, les bactéries migrent en surface afin de s'exposer à la lumière. Les couches de sédiments s'empilent d'environ 1/2 millimètre par an. Sur des milliers d'années, elles créent ces structures en forme de dôme. Ce qui est étonnant chez les stromatolites, c'est la taille minuscule des micro-organismes qui les composent. Si on compare les structures qui m'entourent aux dimensions des bactéries qui les constituent, elles sont gigantesques. C'est comme si les hommes construisaient un gratte-ciel de 105 km de haut sur 70 km de large. Ce sont des structures énormes. On a découvert des stromatolites de formes et de tailles diverses, fossilisés dans la roche. Ceci suggère qu'il y a 3,460 milliards d'années, les stromatolites avaient vécu suffisamment longtemps sur la Terre pour évoluer en une variété de colonies bactériennes différentes. Il n'est que 5h45 du matin et la transformation la plus significative de notre planète est sur le point de débuter. Les stromatolites se répandent sur toute la planète. Ils puisent leur énergie en absorbant la lumière du soleil et le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère. Ce faisant, ils libèrent un gaz qui allait changer la planète entière, l'oxygène. Au commencement, la totalité de l'oxygène est absorbée par les océans. Des volcans immergés déversent de la lave qui contient du fer. Il se dissout dans l'eau de mer et une réaction chimique avec l'oxygène s'ensuit. Il tombe au fond de l'océan sous forme de particules microscopiques d'oxyde de fer. Pendant 700 millions d'années, la planète rouille littéralement. Tout le fer se transforme en oxyde, édifiant couche après couche les dépôts minéraux les plus importants de la Terre, le minerai de fer. Voici l'une des plus grandes exploitations de minerai de fer au monde. À l'origine, le fer s'était déposé au fond d'un ancien océan. Des milliers de ces couches de minerai de fer très anciennes sont exposées à ciel ouvert dans les gorges de Carigini, à une quarantaine de kilomètres de la mine. Comme la température de l'eau varie selon les saisons, le volume d'oxygène produit par les cyanobactéries fait de même.
Diverses quantités d'oxyde de fer se déposent à différentes périodes de l'année, créant ainsi des couches distinctes dans la roche. C'est un phénomène à l'échelle de la planète. De grandes quantités de minerais de fer se sont déposés de la même façon sur la Terre entière. Sur notre horloge, il est 13 heures. Il aura fallu 7 heures pour que tout le fer sorte des océans. N'ayant plus de réaction chimique avec le fer, l'excès d'oxygène produit par les stromatolites commence à s'accumuler dans l'atmosphère. Lentement mais sûrement, la planète se transforme. Dans les 8 heures qui suivent sur notre horloge, la teneur en oxygène produit par les microbes atteint presque son seuil actuel, 21%. Il est 21 heures. Sans les cyanobactéries, il n'y aurait pas d'oxygène sur la planète. La Terre serait encore enveloppée de gaz toxiques. Il n'y aurait ni plantes, ni animaux, et l'homme n'aurait jamais vu le jour. L'oxygène sert aussi à protéger la vie contre les rayons ultraviolets mortels du Soleil. Les molécules d'oxygène commencent à se libérer dans la haute atmosphère. Ainsi naît la couche d'ozone. L'une des incroyables propriétés de la couche d'ozone est qu'elle fait écran, comme une crème solaire sur la peau. Elle filtre les radiations nocives. Protégée par la couche d'ozone, la vie peut enfin évoluer en organismes beaucoup plus complexes. L'évolution de toutes les autres formes de vie sur notre planète ne représente que les 3 dernières heures de notre journée de 24 heures. Le premier organisme multicellulaire émerge à 21h06. Le premier poisson à 21h22. Les insectes à 21h40. Les reptiles à 22h20. À 22h50, les dinosaures foulent le sol de la planète. Les premiers primates apparaissent à 23h40. Et dans les 30 dernières secondes, c'est au tour de l'homme. De minuscules bactéries ont dominé le monde pendant 3 milliards d'années, les 2 tiers de l'histoire de la Terre. Ce n'est qu'à l'avènement de la vie sur la planète, dans les derniers 10% de l'histoire de la Terre, que nous sommes capables de voir la vie de nos propres yeux. Avant, elle était principalement invisible. La quantité d'oxygène produite par ces petites créatures pendant 1 milliard ou 2 milliards d'années a été suffisante pour changer l'atmosphère de la planète. La vie multicellulaire, les animaux, les plantes, leur environnement n'ont été rendus possibles que par la tâche fastidieuse des bactéries qui ont oxygéné l'atmosphère. Ces micro-organismes ont transformé la planète entière. Sans eux, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister.